Ça, c'est la molécule du glycogène. C'est elle qui remplit nos muscles d'énergie et qui leur donne leur aspect volumineux. Mais immédiatement après l'arrêt du sport, cette molécule se fait plus rare et provoque une diminution du volume musculaire. Mais attention, perte de volume musculaire ne veut pas forcément dire perte de masse musculaire. Il y a encore beaucoup d'idées reçues sur le sujet. Certains affirment qu'il suffit d'une semaine pour perdre du muscle, alors que d'autres prétendent qu'on peut conserver de la masse musculaire pendant plusieurs mois. Mais alors qui a raison? L'inactivité, ça conduit tôt ou tard à une diminution de la masse musculaire. Mais au bout de combien de temps? Que ce soit à cause d'une blessure, pour des vacances ou une perte de motivation, je suis presque sûr qu'il vous est déjà arrivé d'interrompre vos entraînements pendant quelques jours, quelques semaines, voire même plusieurs mois. Mais est-ce que cette coupure a un réel impact sur votre masse musculaire et sur vos performances? Aujourd'hui, on va analyser les effets concrets d'un arrêt du sport sur votre corps, que ce soit au bout d'un jour, 15 jours, 30 jours, 60 jours ou même 90 jours. Alors le glycogène, c'est sûrement un terme que vous avez déjà rencontré. On en parle souvent dans le monde de la musculation et dans le monde du sport en général, et c'est moi-même un terme que j'ai utilisé plusieurs fois dans mes vidéos YouTube. Le glycogène, c'est la principale réserve d'énergie des muscles. Et en fait, c'est une forme de glucose qui est stockée dans les fibres musculaires, mais aussi dans le foie, et dans une certaine mesure dans le sang. Donc il est tout à fait possible que vous rencontriez les termes glycogène sanguin, glycogène hépatique pour le foie et glycogène musculaire pour les muscles. Et le glycogène, c'est en fait une source d'énergie qui est facilement utilisable par le système musculaire pour avoir de l'énergie presque immédiatement. Et en réalité, le glycogène, il est d'abord décomposé en glucose pour qu'il puisse être utilisé comme source d'énergie. Et tout ça, ça permet de soutenir un effort physique, que ce soit d'ailleurs en musculation ou même dans des sports d'endurance. Si c'est aussi important quand on fait de la course à pied d'avoir des ravitaillements où on va manger des fruits ou des pâtes de fruits ou des boissons sucrées, c'est justement pour pouvoir remplir les stocks de glycogène et ne pas manquer d'énergie. Ça marche exactement de la même façon pour la musculation, mais dans une moindre mesure, puisque les entraînements sont un peu moins coûteux en énergie. Mais là où ça nous intéresse, c'est qu'en plus de son rôle énergétique, le glycogène, il a un effet direct sur l'apparence des muscles. À cause d'une raison très simple, c'est que chaque gramme de glycogène permet de stocker 3 grammes d'eau. L'un ne va pas sans l'autre, en tout cas dans les muscles. Ce qui fait que si vos muscles sont plus gorgés en eau, ils ont une apparence plus grosse, plus galbée. Donc oui, l'accumulation d'eau à l'intérieur des fibres musculaires, c'est une excellente nouvelle. C'est pour ça que parfois vous m'entendez parler de rétention d'eau intramusculaire et rétention d'eau sous-cutanée. Rétention d'eau intramusculaire, excellente nouvelle. Des muscles plus galbés, et étant donné que l'eau est accompagnée de glycogène, de meilleures performances à la salle. Rétention d'eau sous-cutanée, ça c'est un autre problème, qui n'est pas forcément lié à votre consommation de glucides, mais ça c'est un autre sujet. Donc ce glycogène, étant donné qu'il est accompagné d'eau, permet de donner un aspect plus volumineux, plus galbé à vos fibres musculaires. Le problème, et à mon avis, vous le voyez venir, c'est que si vous arrêtez de vous entraîner, la quantité de glycogène qui est stockée dans vos muscles va diminuer progressivement. Et c'est parfaitement logique. Si le muscle n'a plus besoin d'énergie pour travailler, il n'a pas à s'embêter à stocker des tonnes de glycogène alors que il n'y a pas de séance de sport à l'horizon. Et si les stocks de glycogène réduisent, l'eau qui accompagnait ce glycogène réduit aussi, vos muscles ont l'air moins volumineux, moins galbés. C'est aussi pour ça d'ailleurs que les bodybuilders font des petites manipulations avec la quantité de glucides qu'ils consomment avant une compétition de bodybuilding. C'est parce qu'ils sont bien au courant de ce phénomène. Ils savent très bien que les glucides sont leurs alliés lorsqu'ils veulent essayer d'avoir des muscles volumineux, galbés pour monter sur scène. Et en plus de ça, eux, ils l'accompagnent avec des consommations d'eau qui sont spécifiques. Tout ça pour dire que le glycogène, c'est une ressource hyper importante pour avoir de l'énergie pendant vos séances, mais aussi pour l'esthétique de votre masse musculaire. Et c'est pour ça que si vous arrêtez la musculation pendant quelques jours, voire même une semaine, vous avez l'impression d'être moins galbé, parce qu'étant donné que vos muscles n'ont plus besoin d'autant de glycogène, forcément, ils en stockent un peu moins. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette diminution de glycogène, c'est pas une réelle perte musculaire. C'est quelque chose de parfaitement temporaire, et à partir du moment où vous reprenez les entraînements et que vous reprenez une diète à peu près normale, vos muscles vont de nouveau se gorger de glycogène et votre physique va reprendre son apparence volumineuse galbée. Et là, vous allez sûrement me dire, ok Nas, c'est une bonne nouvelle, que je m'arrête une semaine ou un mois, ça change rien, à partir du moment où je reprends, le glycogène me permettra de retrouver ma masse musculaire. Pas si vite. Si effectivement, en apparence, il n'y a pas grand chose qui se passe après une semaine d'arrêt, votre corps il subit quand même une grande quantité de changements physiologiques. Des changements physiologiques qui peuvent effectivement altérer votre physique. À propos d'entraînement, il faut absolument que je vous parle de mes nouveaux écouteurs et du sponsor de cette vidéo, Shox. Parce que mine de rien, je fais jamais de séance de muscu ou de course à pied sans musique. Et vous avez peut-être déjà dû m'en entendre parler, mais Shox, c'est une vraie référence en matière d'audio à oreille libre. Et en ce moment, je teste leur tout dernier modèle, les OpenFit 2+. C'est leur nouveau modèle haut de gamme avec Dolby Audio et recharge sans fil. Et ce que j'adore avec ces écouteurs, c'est qu'ils rentrent pas dans l'oreille comme les intra-auriculaires classiques. Résultat, le canal auditif reste libre et croyez-moi, ça change tout quand vous portez des écouteurs pendant des heures. Que ce soit pendant mes runs, à la salle ou simplement en marchant, je peux profiter de ma musique sans me couper du monde. Et c'est top pour rester à l'écoute de ce qui se passe autour,
tout en profitant d'un bon son. Franchement, l'expérience est complètement différente de celle avec des écouteurs classiques. Et niveau pratique, c'est hyper simple, ils s'enfilent facilement autour de l'oreille et un petit bouton discret vous permet de changer de musique, ajuster le volume ou prendre un appel en un seul geste. Et ils tiennent jusqu'à 48 heures. Donc cliquez sur le premier lien en description pour vous offrir votre paire. Moi, je porte les OpenFit 2+, la version premium avec toutes les options. Mais si vous cherchez une alternative un peu plus abordable, tout en gardant le confort à oreille libre et un son de qualité, il y a aussi les OpenFit 2. Et bonne nouvelle, vous avez 10% de réduction sur ce modèle jusqu'au 11 juin avec mon lien. Donc franchement, testez-les. Le fait de pouvoir écouter votre musique tout en restant connecté au monde, c'est un game changer. Mais au final, qu'est-ce que provoque l'arrêt du sport? La fonte musculaire après un arrêt de musculation, c'est pas quelque chose qui se passe immédiatement, mais plutôt progressivement. Évidemment, vous imaginez bien que si vous arrêtez le sport pendant 1 ou 2 jours, vous n'allez pas perdre le muscle que vous avez accumulé sur plusieurs années. Mais malgré toutes ces capacités, le corps humain, même en bonne santé, c'est un système qui reste très sensible. Et les changements physiologiques qui résultent d'un entraînement en musculation, ils vont tout simplement disparaître si la charge d'entraînement elle diminue. En gros, si on ne s'en sert pas, ça va disparaître. Et c'est valable pour la masse musculaire. Et si on décide d'approfondir un petit peu le sujet, on se rend compte que la fonte musculaire, elle est causée par 5 facteurs physiologiques principaux. Si on prend les choses un petit peu là où elles commencent, la première chose sur laquelle il faudrait se concentrer, c'est forcément la baisse de la stimulation musculaire. Normalement, si vous suivez cette chaîne, vous connaissez le rôle de la masse musculaire. Vous savez à quoi vos muscles squelettiques vont vous servir et surtout comment les stimuler pour les développer. Le développement de la masse musculaire, c'est ce qu'on appelle l'hypertrophie. Et l'hypertrophie, c'est quelque chose qui est produit à la suite d'un stress physiologique, en l'occurrence les entraînements en musculation, qui vont permettre à vos fibres musculaires de s'adapter. Et cette adaptation se traduit par un grossissement des fibres. Alors il y a d'autres types d'adaptations. On peut prendre de la force, développer ses capacités cardio-respiratoires, on peut perdre du gras et bien sûr développer sa masse musculaire. Tout ça, c'est des adaptations à laquelle le corps va être soumis pour améliorer ses performances. Je vous la fais courte, mais si on résume, c'est à ça que ça ressemble. Donc lors d'un arrêt d'entraînement, évidemment, il n'y a plus de stimulation musculaire. S'il n'y a plus de stimulation musculaire, il n'y a plus de stress physiologique qui déclenche le phénomène d'hypertrophie. Et s'il n'y a pas d'hypertrophie, les fibres musculaires ne vont pas se développer. Le deuxième facteur physiologique qui peut intervenir dans la perte de muscle, c'est la diminution de la synthèse des protéines musculaires. En fait, vos muscles, ils sont en perpétuel renouvellement. Et pour ça, ils alternent entre 2 processus que vous connaissez sûrement, l'anabolisme et le catabolisme. L'anabolisme, ça correspond à la synthèse, la création de tissus musculaires, mais pas que. On peut utiliser le terme anabolisme pour d'autres tissus aussi. Et le catabolisme, c'est l'inverse. Quand on parle de muscles, c'est la dégradation des protéines musculaires. Et il faut savoir que pendant un entraînement de musculation, le corps il va entrer temporairement dans une phase de catabolisme qui est en partie provoquée par le stress auquel vont être soumises les fibres musculaires. C'est donc pas l'entraînement en lui-même qui va provoquer un gain musculaire, mais c'est plutôt les phases de récupération qui suivent. C'est pour ça qu'on insiste autant sur ce qu'il se passe après l'entraînement, en termes de repos et d'alimentation. Et comme vous vous en doutez, c'est grâce à une alimentation adaptée qui est riche en protéines, en nutriments essentiels et évidemment un repos suffisant, que votre corps va pouvoir passer dans une phase d'anabolisme, qui permettra du coup la réparation du tissu et la croissance musculaire. Et quand on arrête le sport, cette synthèse en protéines musculaires, elle diminue. Le souci, c'est que le principe de dégradation qui est naturel, lui, continue. Résultat, il y a une espèce de déséquilibre qui se crée et peu à peu, on commence à perdre de la masse musculaire. Et ce qui peut en plus aggraver ce phénomène, c'est si l'arrêt de sport est associé avec un déficit calorique. Vous savez qu'un déficit calorique, ça provoque un catabolisme. C'est d'ailleurs le principe même du déficit calorique. Alors en général, quand en musculation, on passe par ce genre de phase, c'est pour perdre du gras. Donc on veut du catabolisme ciblé sur le gras et pas sur le muscle. Mais si votre alimentation est mal structurée, c'est-à-dire que vous ne consommez pas assez de protéines, que vous êtes en déficit calorique et qu'en plus de ça, vous arrêtez le sport, c'est des variables qui vont forcément augmenter la vitesse à laquelle vous allez perdre du muscle. Ça va accélérer la fonte musculaire et si l'inactivité se prolonge, le corps va réduire petit à petit la taille des fibres musculaires pour provoquer une réelle perte de muscle. Donc déjà, on peut voir que ces phénomènes physiologiques, ils sont pas indépendants les uns des autres. Ils peuvent effectivement intervenir seuls, mais bien souvent, ils sont tous associés, ce qui peut en réalité provoquer une régression de la masse musculaire assez rapide. Et ce qui peut accentuer le tout, c'est les changements hormonaux. Faut savoir que l'entraînement en musculation, et l'entraînement tout court d'ailleurs, ça stimule la production de certaines hormones anaboliques. Bien sûr, il y a la testostérone, il y a l'hormone de croissance, qui joue un rôle déterminant dans la réparation des tissus musculaires, la synthèse en protéines et le maintien musculaire. Mais quand on arrête l'entraînement en musculation, on va avoir petit à petit une diminution de la production de testostérone et d'hormones de croissance. Forcément, ça va ralentir la réparation et ou la croissance musculaire. Alors attention, je dis pas que lorsqu'on arrête le sport, on produit plus de testostérone ni d'hormones de croissance. Je dis juste qu'il y a une petite modification de la production qui, en fonction de la durée de l'arrêt, peut effectivement avoir une incidence sur la perte musculaire. Le truc, c'est qu'il n'y a pas que la testostérone et l'hormone de croissance qui nous intéressent. Il peut y avoir en parallèle une augmentation de la sécrétion de cortisol, qui est communément l'hormone du stress. Trop de sécrétion de cortisol égale dégradation musculaire. Si en plus de ça, c'est accompagné d'inactivité ou de malbouffe, les sécrétions de cortisol peuvent être encore plus déséquilibrées. Avec ça, on a une réduction de la sensibilité à l'insuline, ce qui réduit
votre capacité à stimuler la croissance musculaire et à terme va vous faire perdre du muscle. Tous ces déséquilibres hormonaux vont en fait favoriser un terrain propice à la dégradation musculaire. Pas des très bonnes nouvelles. Et tout ça, c'est uniquement ce qui se passe à l'intérieur du corps pendant les 15 premiers jours. Au-delà du 15e jour, on a d'autres phénomènes qui interviennent et qui peuvent carrément changer la donne lorsqu'on cherche à maintenir du muscle pendant ou après une période d'inactivité. Évidemment, comme vous vous en doutez, on est obligé de faire un tour du côté de la science pour voir exactement quelles sont les conclusions de la littérature scientifique. Et vous allez voir qu'il y a des choses très intéressantes. La première étude, elle est certes un peu ancienne, vous trouvez la référence dans la description, mais je l'ai quand même ajoutée parce qu'elle traite d'un sujet important. Que se passe-t-il si, en plus d'arrêter le sport, on arrête totalement de bouger? Ce qui pourrait être le cas lorsqu'on est malade ou qu'on a une blessure qui nous empêche de bouger. Et il semblerait que les conséquences soient assez négatives et assez rapidement. L'étude porte sur des jeunes hommes de 23 ans à qui on a fait non seulement arrêter le sport, qui ont été totalement immobiles, donc alités, pendant une dizaine de jours. Le but c'était de vérifier à quel point ils allaient perdre la masse musculaire, mais on a analysé également la sensibilité à l'insuline et la perte de force. Résultat, après seulement une semaine d'inactivité, mais je vous le rappelle, ils étaient alités. Ils ont perdu 1,4 kg de muscle et il y a eu une réduction de 29% de la sensibilité à l'insuline. Oui, ce sont des résultats catastrophiques, mais je les trouve intéressants pour deux raisons. La première, vous en doutiez, si vous n'utilisez pas vos muscles, ils vont très vite se dégrader. Vous imaginez 1,5 kg en une semaine, c'est quand même assez déprimant. La deuxième chose que ça nous fait réaliser, c'est l'importance du mouvement. Et ça, vous le savez, j'en parle à peu près dans une vidéo sur deux. L'importance de bouger, l'importance de ne pas rester assis trop longtemps, l'importance de faire ses pas à la fin de la journée. C'est pas juste un enjeu musculaire, mais c'est réellement un enjeu de santé. Bon, là, on n'est pas trop rassuré parce que 1,5 kg de muscle après une semaine d'activité, quand parfois il faut plusieurs mois pour prendre 1,5 kg de muscle, c'est pas très rassurant. Cela dit, j'ai une autre étude sympa qui, cette fois-ci, porte sur des sportifs confirmés. Donc c'est des hommes d'une vingtaine d'années, ils étaient au nombre de 20 et ils ont de l'expérience en musculation. C'est un public qui nous ressemble plus, donc je pense qu'on peut avoir des résultats assez intéressants. Et c'est le cas. Après 4 semaines d'entraînement à raison de 4 séances par semaine, un arrêt de 2 semaines n'a pas montré de réduction significative de leur performance. Donc 4 semaines d'entraînement, 2 semaines d'arrêt, à la fin des 2 semaines, ils avaient gardé les mêmes performances, ils étaient aussi efficaces qu'avant. En plus de ça, ils avaient une autre phase d'entraînement de 4 semaines après les 2 semaines d'arrêt, donc au total 10 semaines d'analyse scientifique. Mais c'est rassurant de se dire que si vous avez de l'expérience en musculation, que vous vous entraînez minimum 4 fois par semaine, même si vous avez un arrêt de 2 semaines et que vous restez relativement actif, c'est-à-dire que vous continuez à bouger, vous continuez à marcher, vous continuez à faire les activités de la journée, voire même peut-être d'autres sports qui n'ont rien à voir avec la musculation, vous n'avez pas d'inquiétude à avoir, il y a de fortes chances pour que vous conserviez 100% de vos gains. Attention, il y a un détail que j'ai pas précisé, c'est que pendant les 2 semaines d'arrêt d'entraînement, les participants à l'étude scientifique continuaient à consommer une boisson protéinée tous les jours. Dans la boisson protéinée, 25 grammes de protéines, alors que les 4 semaines précédentes, les 4 semaines de leur programme d'entraînement, ils ne consommaient cette boisson qu'1 jour sur 2. Un petit détail qui peut avoir son importance et qui nous laisse penser que si jamais la consommation de protéines reste élevée, on n'a pas trop à s'inquiéter de la perte musculaire, surtout sur 2 semaines. Et je vais être encore plus rassurant avec la dernière étude, qui est une revue systématique. On va encore plus loin parce que là, on arrive à la conclusion que les personnes qui s'entraînent régulièrement peuvent maintenir leurs gains après 16, 24, 32, voire même 48 semaines de désentraînement. Alors oui, 48 semaines, ça fait presque un an, mais attention, c'est à certaines conditions. Et là, on parlait pas vraiment de masse musculaire, on parlait plutôt de performance, donc de force. Ceci dit, c'est quand même une excellente nouvelle qu'après plusieurs mois, on peut s'attendre à avoir des performances qui ne réduisent pas tant que ça, à condition d'être bien entraîné et d'avoir accumulé assez de gains auparavant. Ok, c'est à partir de là qu'on peut considérer que les choses commencent à se gâter un peu. Parce qu'arrêter le sport ou arrêter la musculation pendant plus de 60 jours, plus de 90 jours ou des périodes encore plus longues, c'est là où on peut vraiment se demander quel va être l'effet sur la fonte musculaire. Et spoiler, c'est clair qu'après avoir arrêté pendant 2, 3 ou même 4 mois, la fonte musculaire est présente. Ceci dit, pour expliquer tout ça, il faut que je vous parle du concept de mémoire musculaire. La mémoire musculaire, c'est un terme que vous avez probablement déjà entendu, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans votre salle de sport. Et on se rassure toujours un petit peu en se disant que si on arrête pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, on aura toujours la mémoire musculaire qui sera là pour nous faire récupérer le niveau qu'on avait avant. D'ailleurs, si vous regardez mes anciennes vidéos, qui doivent avoir une dizaine d'années, j'ai déjà parlé de la mémoire musculaire. Mais si j'en reparle aujourd'hui, c'est parce qu'on a de nouvelles ressources scientifiques qui nous permettent d'envisager un petit peu différemment le problème. Et au-delà de ça, peut-être que vous m'avez déjà entendu dire qu'il était presque impossible de perdre réellement du muscle. Et voilà ce que je voulais dire par là. Lorsqu'il y a développement de la masse musculaire, donc lorsque les fibres grossissent, qu'il y a hypertrophie, il y a aussi multiplication de ce qu'on appelle les cellules satellites. Et les cellules satellites, qui contiennent en leur centre le myonucléi, qu'on peut appeler aussi noyau, vous trouverez sûrement les deux appellations, vont permettre de faciliter le processus de développement musculaire. En gros, plus on a de cellules satellites qui fusionnent avec la fibre musculaire, meilleures seront les conditions pour développer du muscle. Et ce qui est de cool avec l'entraînement en musculation, à condition qu'il soit bien fait avec assez d'intensité, c'est que l'hypertrophie de la fibre musculaire va s'accompagner par cette multiplication des cellules satellites. Il y a quelques années de ça, on pensait que lors d'un arrêt de l'entraînement, les fibres musculaires réduisaient en taille, mais le nombre de cellules satellites restait le même. Ce qui fait que lors d'une reprise de l'entraînement, même si les fibres musculaires étaient plus petites, le nombre plus important de cellules
satellites facilitait la reprise de muscles. Et donc on associait ça à la mémoire musculaire. Quelqu'un qui s'est entraîné pendant 5 ans et qui arrête de s'entraîner pendant 6 mois ou 1 an aura beaucoup plus de facilité à prendre du muscle grâce justement à ce nombre de cellules satellites. Et d'ailleurs, pour affirmer ça, dans mes anciennes vidéos, je me basais sur une étude scientifique, et vous retrouvez la référence dans la description, mais une étude scientifique qui datait de 2010. Donc quand je parlais de ça en 2014-2015, c'était cool, on avait une étude assez récente. Aujourd'hui, en 2025, la littérature scientifique sur le sujet s'est un peu étoffée et il semblerait que les cellules satellites, en tout cas le nombre de cellules satellites, ne restait pas indéfiniment le même après une longue période d'arrêt. Je voudrais vous partager une étude qui est beaucoup plus récente parce qu'elle date de 2020. Pareil, vous trouverez toujours la référence dans la description et selon moi, elle est très intéressante parce qu'elle étudie justement les effets d'un arrêt de sport et d'une reprise de sport sur les pertes musculaires, pertes en force et les pertes de cellules satellites. Et sur cette étude, on a un groupe de 30 hommes qui s'est entraîné pendant 12 semaines, qui a arrêté pendant 12 semaines et qui s'est réentraîné pendant 12 semaines. Donc 12 semaines d'arrêt, ça représente 90 jours. Et en 90 jours, ils ont perdu 30% de leurs cellules satellites. Donc ce qu'on pensait auparavant, que le nombre de cellules satellites ne changeait pas avec l'arrêt d'entraînement, a priori est faux. Et si en 90 jours, on peut perdre un tiers des cellules satellites, alors imaginez après un arrêt de 6 mois, 1 an. On peut largement imaginer que le nombre des cellules satellites réduise de 50, 60, 70%. Bon, après la bonne nouvelle, c'est qu'à la suite de cet arrêt de 12 semaines, eh bien la phase de reprise qui a elle aussi duré 12 semaines a permis de récupérer toutes les perfs qui ont été perdues. Mais est-ce que ça veut dire que la mémoire musculaire n'existe pas? Alors si, elle existe. Ça, on est sûr et certain du fait qu'il est plus facile de reprendre du muscle après un arrêt lorsqu'on avait déjà beaucoup d'expérience. Sauf qu'aujourd'hui, on pense plus que c'est grâce à la multiplication des cellules satellites, mais plutôt aux adaptations du système nerveux qui ont eu lieu pendant toutes les années d'entraînement. Donc en gros, si vous faites de la musculation pendant 3, 4, 5 ans, votre système nerveux s'est adapté pour vous permettre de recruter plus d'unités motrices. Vous avez en plus de ça un meilleur schéma corporel, une meilleure gestion de la technique, et tout ça, ça rentre en jeu lorsque vous reprenez la musculation après un arrêt, même si c'est un arrêt de plusieurs années. Et ça, il semblerait que ce soit des capacités qu'on conserve, même après un arrêt très très long. Donc c'est hyper encourageant. La mémoire musculaire existe. Certes, c'est probablement pas grâce aux cellules satellites, mais potentiellement grâce au système nerveux, aux habitudes liées à la gestuelle, à votre tolérance à l'effort, etc. Avec toutes ces informations, on sait que si vous arrêtez la musculation pendant quelques jours, il va pas se passer grand-chose. Perte de glycogène musculaire, physique moins galbé, mais ça reviendra à partir du moment où vous reprenez l'entraînement. Par contre, si vous restez inactif pendant plus d'une semaine, et quand je dis inactif, c'est complètement alité, vous pouvez vous attendre à perdre une quantité significative de muscle. Cela dit, la perte musculaire peut être grandement réduite, voire même totalement réduite, si vous restez actif et qu'auparavant, vous vous entraîniez de manière intensive et régulière. Donc, si vous êtes un pratiquant de muscu qui fait au moins 3 à 4 séances par semaine de manière intensive, et que vous vous arrêtez une quinzaine de jours, vous n'avez rien à craindre pour vos gains musculaires. Entre 15 jours et 1 mois d'inactivité, vous pouvez vous attendre à conserver vos performances. Il est tout à fait possible que votre physique ne ressemble plus exactement à ce qu'il était avant. Et ça s'explique par diminution du glycogène musculaire, diminution de la synthèse en protéines, sécrétion hormonale un petit peu différente, mais il semblerait que vous puissiez reprendre très rapidement le muscle perdu. En quelques semaines, c'est plié, surtout si vous continuez à avoir une alimentation équilibrée. Pas mal de protéines, nutriments essentiels, et on laisse de côté la malbouffe. Au-delà de 60 jours, même en restant actif, vous pouvez vous attendre à une diminution de vos mensurations. N'espérez pas garder le même tour de bras alors que vous avez arrêté l'entraînement pendant plus de 2 mois. Mais comme on a vu que la mémoire musculaire c'était quelque chose de bien réel, vous pouvez vous attendre à reprendre très rapidement votre niveau. Mais alors est-ce qu'on ferait pas mieux de se demander comment éviter de perdre du muscle pendant une période où on n'a pas la possibilité de s'entraîner aussi dur et aussi souvent qu'auparavant? Ça nous arrive à tous d'avoir une vie perso ou une vie pro qui nous permet pas d'aller à la salle aussi souvent et avec autant de sérieux. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il semblerait que ce soit à peu près ok pour les gains musculaires. Je vous ai justement trouvé une étude qui analyse quelle quantité de sport il faudrait faire pour conserver ses gains musculaires aussi longtemps que possible. Et apparemment, il serait possible de conserver sa masse musculaire, voire même de la développer légèrement pendant 32 semaines, 32 semaines ça fait un peu plus de 7 mois, en ayant un volume d'entraînement qui représente un tiers de ce qu'on faisait avant. Imaginez à quel point c'est encourageant. Vous vous entraînez 3 fois moins souvent, 3 fois moins longtemps pendant 7 mois et demi et vous conservez les gains musculaires que vous avez accumulés jusqu'à maintenant. Alors attention, dans l'étude en question, je vous mets bien sûr la référence dans la description. L'analyse a été faite sur 2 groupes aux âges différents. Le premier groupe avait entre 20 et 35 ans et le deuxième groupe entre 60 et 75 ans. Le groupe le plus vieux a, sans trop de surprise, perdu du muscle plus rapidement que le groupe plus jeune. Mais gardez en tête que si vous avez entre 20 et 35 ans, vous pouvez vous en sortir pendant plus de 7 mois avec un tiers de votre volume d'entraînement. C'est quand même génial. Donc par exemple, si vous avez l'habitude de faire 15 séries par semaine pour les pectoraux, vous pouvez conserver vos gains en ne faisant que 5 séries par semaine. 5 séries par semaine, c'est faisable en un seul exercice et ça prend littéralement une quinzaine de minutes par semaine hein, pour conserver vos gains sur les pectoraux. Et c'est la même chose sur les autres groupes musculaires. Donc ça, c'est une excellente nouvelle et ça nous permet d'appréhender de manière un petit peu plus relaxe les périodes où on pourrait pas s'entraîner autant. J'aimerais bien savoir dans les commentaires si ça vous est déjà arrivé d'arrêter la musculation pendant plus d'1 mois. Et après avoir répondu à cette question, je vous encourage à aller voir cette vidéo où je parle des aliments les plus efficaces pour stimuler la testostérone. Je suis sûr que ça va beaucoup vous plaire.